Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 991 qui dans l'ensemble était un très bon chapitre. On a eu d'ailleurs une révélation assez importante de la part d'Oda dans le Jump qu'on va tenter ensemble d'analyser. Mais avant de commencer, je tenais sincèrement à tous vous remercier pour les retours incroyables que j'ai reçus sur ma dernière vidéo. On a même été 26e des tendances, ça fait énormément plaisir. Donc je tenais à vous remercier et vous dire par la même occasion qu'un concours a été organisé sur Twitter pour vous remercier des 50 000 abonnés sur la chaîne. Donc pensez à participer et tentez de remporter ces cadeaux parce qu'ils sont pour vous et surtout pour vous remercier de tout ça. Mais avant de commencer cette petite vidéo, comme toujours, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et laisser un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, on ferme cette petite parenthèse et c'est parti. C'est avec une information d'Oda dévoilée dans le Jump qu'on va commencer cette vidéo, car il a officiellement annoncé que le chapitre 1000 paraîtra avant la fin de l'année. Des mots qui ont explosé mon cerveau parce que oui, si Oda cherche à conclure par ce chiffre symbolique dans un laps de temps imparti, c'est qu'il y a probablement quelque chose derrière ça et qu'un événement bien particulier pourrait se produire durant les périodes de fête. Puisqu'on le sait, la fin de l'année est marquée surtout par Noël, une date importante qui correspond aux 24 et 25 décembre et qui est très symbolique pour mes théories. Puisqu'il y a 2 ans, je vous avais publié 2 théories. La première, celle qui concerne les origines de Luffy, son lien avec Marie-Joise, mais surtout le fait qu'il pouvait être métaphoriquement, et j'insiste bien sur ce terme, Jésus dans les écrits bibliques. La seconde vous expliquait qu'au chapitre 1000, il était possible qu'on découvre le passé de Luffy, sa naissance et la révélation qu'il soit Joy Boy. Si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille fortement pour bien comprendre pourquoi tout ça est important. Désormais, si Oda parvient à publier le chapitre 1000 durant la période de Noël, soit dans la Bible la naissance de Jésus, alors ce serait tout bonnement une masterclass de sa part et viendra confirmer ce que j'ai pu vous publier dans ces 2 théories. Sachant qu'il précise que les parutions seront de 2 voire 3 chapitres puis une pause, ça donnerait approximativement la date du chapitre 1000 durant la semaine de Noël ou 2 jours après. Donc forcément cette annonce est pour moi juste dingue et j'ai tout bonnement et simplement hâte de découvrir ce qui nous réserve. Après cette annonce, on retrouve les aventures de la Oh My Family qui se poursuivent et atteignent enfin une conclusion à cette course infernale entre Pound et ses filles. Car oui, ça y est, la petite famille est enfin réunie pour la première fois après 26 ans et c'est quand même beau à voir. Le tout est de savoir où vont-ils se diriger désormais. Et c'est ainsi que ce chapitre débute par un retour sur l'alliance de Drake et Luffy. Il se rappelle à nouveau les mots de Kobe, lui attestant que Luffy avait le pouvoir d'attirer d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle Drake souhaite faire confiance à notre chapeau de paille et c'est une partie très intéressante mais qui reste malgré tout floue puisqu'Oda ici ne nous apprend toujours pas plus sur ce qui se découle de cette unité secrète du gouvernement, qui la dirige, qui en fait partie, etc. J'imagine bien Smoker ou encore Fujitora, vu qu'eux-mêmes ont été amenés à faire alliance dans le passé avec Luffy. Aujourd'hui, ça se réitère avec Drake. Finalement, est-ce qu'il s'agit pas d'un foreshadowing pour qu'à la toute dernière guerre de One Piece, ces derniers s'associent à Luffy pour vaincre le gouvernement? C'est en tout cas une grande possibilité qui s'accroît avec ces quelques petites cases. De l'autre, j'ai pu remarquer un détail très intéressant au sujet de cette unité. Leur nom se traduit par épée. Nous avions déjà eu auparavant le bouclier symbolisé par le CP0. Ainsi, d'un côté nous avons le bouclier et de l'autre l'épée. L'union de ces 2 objets nous ramène précisément au trésor impérial du Japon. L'épée Kusanagi, le miroir bouclier Kagami, il manquerait alors le Magatama pour former le trio complet de ce symbole nippon. Il est déjà apparu à plusieurs reprises comme sur les tambours des nerfs ou encore sur les vêtements de Sentomaru. Sans compter que les noms des attaques de notre cher amiral Kizaru sont ceux de ces 3 trésors. Donc, véritable hasard ou nouveau secret, il était tout de même important de noter ces petits détails. Mais revenons au chapitre, puisque c'est sur ces mots que Drake se fait stopper net par notre cher Roronoa Zoro, qui apparaît pour protéger son capitaine. Une scène que j'ai trouvée vraiment super épique. J'adore la manière dont Zoro protège Luffy, joue sa vie à chaque fois. Il est tellement protecteur avec lui, je trouve que leur relation et leur amitié est exceptionnelle parmi les Mugi. Vraiment, je kiffe Zoro dans ce genre de scène, y a rien à dire. En tout cas, Franky et Jinbei soutiennent la décision de notre cactus de ne pas faire confiance à Drake, et notre homme poisson ajoute que même chez les pirates, il existe un code d'honneur. S'il est capable de retourner sa veste une fois, il peut le refaire. Mais c'était sans compter le petit bisounours de Luffy qui leur répond qu'ils peuvent bien évidemment tous s'allier ensemble. Ce qui amène une scène assez drôle où il se fait rembarrer par Jinbei, Franky et Zoro qui lui disent de la fermer et le traitent de capitaine idiot.
C'est marrant de voir à quel point ils le connaissent par cœur. De l'autre, les Yakuza et alliés Kozuki font désormais face à Ulti et Page One. Sanji crush d'ailleurs sur Ulti en la voyant. J'aimerais bien plutôt qu'il s'occupe de King, qui devait soi-disant le démonter. Pendant ce temps, Page One prend sa forme Zoan et balaye d'un revers les samouraïs. Mais là, grosse surprise, il se fait atomiser par le Midoriboshi d'Usopp. Il entre enfin en scène et nous offre en plus de ça un moment qui m'a beaucoup fait rire, puisque Nami se dresse face à Ulti, qu'elle adore se débarrasser des lézards comme elle, mais en réalité c'était les mots d'Usopp cachés derrière notre magicienne. Il se prend d'ailleurs une belle mandale de sa part, et c'est ainsi qu'ils se font tous deux chasser par Ulti et Page One en mode dino. J'ai été assez surprise de voir Usopp dans ce combat-là. Je le voyais davantage contre un Number par exemple, vu que les géants sont le point clé de son histoire, mais de l'autre c'est vrai que Nami et Usopp font souvent alliance durant les affrontements. En tout cas, je pense qu'il serait temps que Sniper King fasse son grand retour dans cet arc où les masques et le théâtre sont au cœur de l'intrigue. Les affrontements se poursuivent et c'est ici qu'apparaît Apu, de retour de sa défaite d'il y a quelques chapitres, et qui utilise à nouveau son pouvoir du son sur Luffy, qui, en se couvrant simplement les oreilles, parvient à l'éviter grâce à son acquis du futur. La présence d'Apu, le dresseur de Pokémon, enfin de Numbers, sert avant tout à nous expliquer que ces géants ne se battaient pas vraiment. Eux qui par le passé avaient détruit de nombreuses villes, qui par ailleurs rappellent beaucoup celles où a été trouvé Teach enfant, ont été facilement vaincus simplement à cause du fait qu'ils soient ivres. Bon, je vais pas vous cacher que cette explication ça me laisse perplexe. Quand Zoro ou Kaido sont bourrés, c'est pas pour autant qu'ils se font one shot en 2 secondes. Ils sont tout de même censés être des prototypes de géants antiques, donc j'aimerais bien qu'on puisse enfin avoir des combattants dignes de ce nom dans l'équipage de Kaido. Mais bref, Apu tente donc d'aider le Hacha à se dessouler. Malheureusement pour lui, le Numbers est toujours bourré et va poursuivre Franky, qui voit en sa forme Shogun un jouet. Jinbei va alors en profiter de cette occasion pour dire à Franky de la tirer à l'extérieur pour aider les samouraïs. Je pense qu'ici Oda met en place les combats futurs pour pouvoir faire place à la grande scène du combat Luffy versus Kaido après que les fourreaux s'en soient occupés. En voyant ça, Apu appelle alors d'autres Numbers en renfort. Zoro et Drake qui s'affrontaient entendent ça et vont alors interrompre leur combat pour l'affronter. Apu va alors dire à son ancien allié qu'il est au courant qu'il va rejoindre cet équipage de faiblards. Assez ironique quand on sait à quel point son pouvoir est claqué au sol, vu qu'il suffit juste de mettre des bouchons d'oreilles. Drake dit à Zoro qu'il déteste Apu, et c'est ces simples mots qui ont suffi à notre cactus de faire alliance avec Drake pour le vaincre. Il est exactement comme Luffy. Après avoir affronté Hawkins, puis après avoir vaincu Killer, c'est désormais dans ce chapitre autour de Drake et Apu d'avoir affronté Zoro. En fait, notre cactus, c'est un peu le tueur de Supernova, sans compter qu'il avait été sauvé par Bonnie durant l'arc Sabaody et avait aussi affronté Luffy à Whiskey Peak. Je me dis que là, concrètement, il reste Kid, Law, BG et Rouge et le compte est bon. Je me demande alors pourquoi Zoro est autant lié aux Supernova comme ça et je trouve ça vraiment intriguant. En tout cas, c'est ensemble qu'ils envoient valser une nouvelle fois Apu, ce qui marque l'apparition de Queen, armée d'une mitraillette bien particulière, puisqu'elle est dotée de balles de... on sait pas, Drake n'aime visiblement pas finir ses phrases. Sachant que Queen utilise la pandémie, le mode zombie comme à Udon et toutes sortes de maladies et virus, il est possible que ces balles en contiennent. À voir par la suite l'importance de cette arme, et ce chapitre va se conclure sur un retour au sommet avec Nofuro et Kaido. Jack a donc été vaincu par Inuarashi et Nekomamuchi. Grosse frustration de ne pas avoir pu assister à ce combat. Je pense vraiment qu'Oda rush la partie fight pour pouvoir atteindre rapidement le chapitre 1000 dans les temps et qu'on les aura probablement davantage développés en anime. Mais il me réconforte avec cette magnifique page de leur forme sous longue. Enfin, j'ai envie de dire, depuis tant que j'attends ça, j'aime vraiment de fou celle d'Inuarashi qui a un flow trop badass, on dirait un loup-garou avec la lune derrière, vraiment magnifique, ça valait quand même le coup d'attendre. Malgré la défaite de Jack, il est parvenu à vaincre la plupart des Minks, il s'excuse tout de même envers Kaido d'avoir échoué face aux deux ducs, et Kaido rétorque une réponse très surprenante et à la fois très belle, puisqu'il lui dit que ce n'était pas Jack qui était faible, mais bien eux deux Minks qui étaient beaucoup trop forts. J'ai trouvé la manière dont Kaido a été bienveillant avec Jack très touchante, surtout quand on sait la manière dont il l'a traité durant son enfance, le vilain petit canard. Au final, ce passage m'a fait un petit pincement au cœur. Et l'émotion va encore s'accentuer quand Kinemon va prendre la parole face à Kaido. Il les menace de réitérer son attaque Bolo Breath et leur pose cette ultime question:
combien de fois vont-ils fuir avant de mourir? Ce à quoi Kinemon et les autres, tout de charisme, tout de flow, tout de courage, lui répond qu'ils en ont fini de fuir et se cacher. Kinemon dégaine alors son sabre et coupe en deux l'attaque de Kaido, ce qui blesse le dragon à la bouche. Et il termine en chœur sur ces mots: laissez-nous mourir ici en tant que samouraï de Shiroden, en même temps que toi. Waouh! Putain, mais vraiment, je le dirai jamais assez, mais quel flow ces fourreaux, c'est vraiment des Tugman. Ils ont un respect si profond envers Oden, ils ont un courage sans faille. J'ai juste pas les mots pour eux parce qu'ils sont tout bonnement incroyables. Vous imaginez même pas à quel point vraiment je les aime de dingue. Je me suis attachée à des personnages dans différents arcs de One Piece, mais ici c'est totalement différent. Oda parvient vraiment à donner de la puissance à chaque mot et action de ces samouraïs. On sent leur passion et l'envie de montrer la bravoure des légendaires Ronin japonais. On est vraiment plongé dans l'ambiance typique des films nippons et ça j'adore vraiment. Bravo Oda pour ce respect qu'il veut retranscrire à son pays. Mais le seul bémol de cette partie est qu'une nouvelle fois les fourreaux souhaitent mourir pour venger leur maître et emporter Kaido avec eux. Ce qui est un très bon point pour ma théorie selon laquelle un seppuku final des fourreaux pourrait se réaliser. Et ainsi, après la mort de Kaido, partir en paix en respectant le code du Bushido. Alors oui, cette scène sera sûrement spectaculaire et me donnera raison, mais vous n'imaginez pas à quel point ça me déchirera le cœur. Je me suis beaucoup trop attachée à eux et tout particulièrement à Kinemon. Donc si cette théorie se réalise, attendez-vous vraiment à ce que je chiale pendant des mois. Mais avec les derniers mots de Kinemon pour clore ce chapitre, j'avoue que cette idée prend de plus en plus de sens. Mais nous verrons bien. En tout cas, ce chapitre était plutôt simple puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'une mise en place des combats, mais j'ai trouvé ça assez bon et d'autant plus sur la scène finale et la forme sous longue. On n'a cependant toujours pas de nouvelles de Marco et l'équipage de Big Mom, on ne revoit pas non plus King qui pourtant est à l'origine de la réunion des Tobiropo, Big Mom semble toujours KO, pas de nouvelles également de Law, ni du chef des Oniwaban qui était suspicieux dans le précédent chapitre. Donc hâte qu'Oda nous fasse davantage de révélations dans le prochain et accorde un peu plus de temps au combat que ce qu'il nous offre actuellement. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et nous on se donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour une nouvelle théorie, mais également sur mon Discord et celui de Goji pour discuter des prochains chapitres, théories ou même venir jouer avec nous à Among Us. Vous avez le lien en barre d'infos si vous souhaitez nous rejoindre. Vous verrez, c'est super fun. On est désormais 2000 et d'ailleurs c'est officiel, nous avons eu la mention parterre Discord, c'est assez ouf, je sais même pas ce que c'est, mais Neto m'a dit que c'était cool, donc un grand bravo à lui. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, on vous attend. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end et prenez bien soin de vous.